Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 l'Hebdo, l'émission de la rédaction pour revenir sur l'actualité départementale de la semaine. Voici les titres de ce vendredi 16 février. Soutenir les petits face aux gros, c'est l'objectif du fonds lancé depuis un an par la ville de Maurepas. Un fonds pour aider les commerçants locaux qui souhaitent rénover leur devanture. Une boutique a déjà profité de cette manne financière. Moins d'épreuves finales et mise en place du contrôle continu et d'un oral aussi. Le baccalauréat connaît sa révolution. Le ministre de l'Éducation nationale a présenté cette semaine sa réforme de l'examen. Pour en parler, nous recevrons au plateau Delphine Romagny, responsable dans les Yvelines du syndicat SNES. Dans le reste de l'actualité, retour sur la mobilisation des syndicats de justice au tribunal de grande instance de Versailles ou encore une journée sur les métiers en uniforme à Trappes. Soutenir le commerce de proximité face à la concurrence des centres commerciaux et des grandes surfaces est donc l'ambition de la ville de Maurepas. La commune a mis en place depuis mars dernier un fonds d'aide à la reprise et à la rénovation des devantures commerciales, une enveloppe globale de 15 000 € allouée tous les ans. Ce jeudi, le maire de la ville a rendu visite à la première boutique qui a profité de cette subvention. Reportage de Mickaël Elmidoro et Grégory Canalet. Alors, on a créé un sticker qui officialise le fait qu'on vous ait aidé. C'est parfait. Comme ça montre que la ville vous a accompagné dans vos démarches. Un nouveau propriétaire et une nouvelle devanture. Ce dépôt de pain a été repris en septembre, puis ouvert en décembre dans le quartier des Coudrais à Maurepas. Il a bénéficié d'une enveloppe de 3 000 € accordée par la ville. Les fonds ont permis de changer totalement l'ancienne façade, composée à présent d'huisseries rouges et dotée d'une nouvelle enseigne. Attirer l'œil des habitants, objectif pour ce commerce qui sert une quarantaine de clients par jour. On en avait un petit peu besoin, malgré tous les fonds qu'on a investis dedans. C'est une aide qu'on accepte et que ça fait plaisir. C'est la première boutique à profiter de ce genre de subvention à Maurepas. Grâce à cette aide, elle va pouvoir tourner ses investissements vers d'autres besoins. Le dépôt de pain souhaite s'équiper prochainement d'un four et d'un frigo. Qui vont pouvoir certainement engager d'autres fonds ailleurs pour investir, pour se diversifier. Et ça permet également de soutenir le commerce de proximité dans le sens où de les aider à s'implanter, à rénover leur devanture, donc avoir une meilleure allure esthétique. Donc tout ça joue aussi dans l'aspect urbain, à faire en sorte de dynamiser les commerces de proximité. Ce fonds d'aide à la reprise et à la rénovation des devantures commerciales va concerner chaque année 5 boutiques à Maurepas. L'enveloppe de 15 000 € est renouvelée cette année. C'est un symbole, voire un mythe de l'éducation nationale en France, lancé par Napoléon il y a plus de 2 siècles. Le baccalauréat sera donc largement réformé à partir de 2021. Dans les grandes lignes, la nouvelle réforme prévoit la mise en place de contrôles continus, d'un oral en terminale et de 4 épreuves écrites, dont 2 spécialités choisies par les élèves. Adieu aussi les séries S, ES et L. Une véritable transformation de l'examen et du lycée porté par Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, et qui arrive forcément avec son lot de questions et d'inquiétudes. Écoutez à ce propos ces quelques réactions recueillies à Saint-Quentin en Yvelines. C'est vrai que même nous, quand on est un petit peu plus vieux, les oraux, ça nous fait un peu stresser. Donc je vous avouerai qu'à 17-18 ans, c'est pas forcément la bonne solution. Surtout qu'on n'est pas forcément beaucoup préparé à l'oral, c'est plus de l'écrit. On peut faire l'oral et après c'est pas tout le monde qui est à l'aise à l'oral, vous savez. Du coup, ça peut aussi mettre certaines personnes en difficulté, quoi. Oui. Ça fait pas de mal de dépoussiérer de temps en temps aussi, parce que c'est une institution qui, parfois on est un peu sceptique sur certaines années où il y a des résultats qui sont formidables pour tout le monde. Et puis, oui, je pense que c'est bien d'essayer d'améliorer, mais voilà, ça, faut toujours essayer. Ça permet une liberté finalement à l'élève de choisir ce qu'il a envie, plutôt qu'au final choisir entre 3 filières et qu'il ait des matières imposées en fait. Là, je trouve qu'on a de l'ambition, on essaye de faire quelque chose de nouveau et je trouve ça intéressant. Et pour parler de cette réforme en profondeur, nous sommes avec Delphine Romagny en plateau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la secrétaire départementale du syndicat national des enseignants de second degré, aussi appelé le SNES. C'est plus simple, et pour évoquer cette réforme du bac, votre syndicat avait un avis plutôt tranché à partir de mercredi. Contrairement à ce qu'on a pu entendre dans ce micro-trottoir, dans le communiqué de presse, les mots qui étaient employés, c'était complexe, désarticulé, inégalitaire. Clairement, c'est une mauvaise réforme pour vous ?
Alors oui, nous pensons que c'est une réforme qui surtout est profondément inégalitaire, qui va instaurer une forme de tri social que nous contestons, et que c'est également une réforme qui est pilotée par des impératifs qui sont essentiellement des impératifs budgétaires. Pourquoi inégalitaire? C'est le volet surtout contrôle continu qui va creuser les inégalités selon vous? Alors, il y a effectivement le volet contrôle continu qui va nécessairement créer des inégalités entre les établissements, puisque... En partant du principe que les établissements n'ont pas tous le même niveau? Voilà, exactement, hein, c'est ça le fond du problème. Mais aussi, je pense qu'on va rentrer un petit peu dans le détail des choix qu'ont pouvoir faire les élèves. Et on sait aussi que suivant la taille des établissements, suivant les enseignants qui sont déjà en poste dans ces établissements, l'offre des fameux parcours ne sera pas la même et que ça créera forcément des disparités entre les différents lycées. Le ministère de l'Éducation et son ministre Jean-Michel Blanquer, lui, assure depuis mercredi qu'il y aura une harmonisation d'assurés. Vous contestez ça, vous dites qu'il y aura forcément des différences selon les lycées, les territoires. Alors en fait, ce qu'ils nous disent, c'est qu'il y aura des parcours qui vont être cadrés nationalement, ouais, et qu'ensuite, avec ce qu'on appelle la marge, c'est-à-dire des heures dont les établissements disposent et dont ils font ce qu'ils veulent, à partir de cette marge, on pourra proposer d'autres parcours. Donc nécessairement, il y aura des offres différentes et qui seront variables suivant les établissements, les moyens dont les établissements disposent. Pour rappel, alors il y aura 40% de notes en contrôle continu, 60% en épreuve finale, dont le fameux oral qui préoccupe beaucoup aussi. Alors là aussi, je reprends les propos un peu pour faire contrebalancier du ministre, qui dit qu'en substance, cet oral, ça permettra de combler les inégalités, justement, puisqu'il servira à tous, que tout le monde pourra le préparer pendant 2 ans sur un projet première terminale et qu'il sera du coup profitable à tous pour la vie future. Est-ce que ce n'est pas un raisonnement qui se comprend et qui se justifie largement, cet oral-là ? Alors, le fait qu'il y ait un oral au bac, oui, pourquoi pas, hein, c'est une chose intéressante. Après, ce qu'on sait, les jeunes de votre reportage le disent très bien. Ils disent qu'ils sont stressés. Il y avait un jeune homme qui disait également qu'on n'était pas forcément bien préparé à cet exercice. Et nous aussi, ce que nous disons, c'est que rien dans les projets du ministre ne sont dit, par exemple, sur le travail en groupe à effectif réduit. Et donc, tant qu'on n'a pas les moyens matériels aussi de travailler l'oral, ça devient une difficulté. Et finalement, c'est ceux qui maîtrisent déjà les codes de l'oral qui sont favorisés. Le but, c'est de bien préparer cet oral. C'est ce que vous dites, c'est d'avoir les moyens pour préparer les élèves à cet oral. Alors oui, la grande interrogation, c'est de quels moyens est-ce qu'on va disposer pour le préparer. Évidemment, c'est de la poudre aux yeux si on ne dispose pas de réels moyens. Et effectivement, ce qu'on sait, c'est que ces codes-là sont très socialement marqués. Et la crainte que l'on a, c'est que, effectivement, ce soit en fonction de leur profil sociologique que les élèves soient plus ou moins avantagés. Alors l'autre réforme importante de ce bac-là, c'est la fin des séries S, ES et L et la mise en place du coup d'options facultatives, de spécialités que l'on pourrait choisir. Il y aura un tronc commun et puis il y aura des spécialités. Les élèves pourront piocher dans 3 matières en première, 2 matières en terminale. On a entendu l'un des élèves justement la réaction qui disait c'est bien, ça laisse de la liberté aux élèves de pouvoir choisir leur matière. Vous, qu'est-ce que vous répondez à ça, à cet argument aussi qui est avancé, qu'on responsabilise les élèves face à leur futur, leur choix futur? Alors, nous, ce qu'on dit au SNES, alors d'une part, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette réforme, elle est articulée avec la réforme de l'accès au supérieur. Parcoursup. Voilà, à Parcoursup. Hein, et que donc, avec Parcoursup, on définit un certain nombre d'attendus et que ce sont ces attendus qui vont permettre aux élèves de rentrer ou non dans certaines filières universitaires qu'ils auront choisies. Et que les parcours introduisent la nécessité de faire les bons choix dès le lycée pour être ensuite accepté dans la bonne filière. Et que faire un choix précoce, parfois dès la classe de seconde, peut être excessivement compliqué, soit pour un élève qui est un petit peu immature, soit pour un élève qui vient d'un milieu social où on n'a pas les codes et dont les parents vont avoir de la difficulté à comprendre un petit peu et à se diriger dans les arcanes de ce système scolaire qui peut paraître assez compliqué. Est-ce que ça veut dire que pour votre syndicat, le bac, c'était quelque chose qui marchait bien, la seconde, la première, la terminale aussi, qu'il n'y avait finalement rien à faire, ou alors vous étiez d'accord aussi sur cette réforme voulue? Alors, même si vous n'aviez pas les mêmes propositions, j'ai bien compris. Non, alors nous, on a des propositions sur le bac. Alors en effet, nous, ce que l'on pense, c'est que le bac tel qu'il existe actuellement, évidemment, doit être réformé, mais que l'organisation en série permet de définir une forme de culture commune et qui encadre collectivement les jeunes. Et c'est la nation, en proposant un cadre national
national qui va permettre aux jeunes les plus fragiles, les plus socialement défavorisés, de profiter d'un cadre qui va les empêcher de faire des choix trop précoces ou qui ne seraient pas forcément bien avisés. Donc ça, c'est ce qu'on pense. En gros, ces choix-là, si je comprends bien, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui savent déjà ce qu'ils vont faire et qui en sont persuadés. Mais pour ceux qui se posent des questions, ça pourrait être un piège d'avoir autant d'options possibles et de devoir choisir. Tout à fait. Et ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que la commission Mathiot qui a consulté sur le projet de réforme du baccalauréat et du lycée n'a pas du tout examiné la question du lycée professionnel qui a été il y a une réflexion, voilà. En plus pour le lycée professionnel. Et donc, évidemment, nous, on le déplore, puisque, en fait, ça veut dire que les bacheliers professionnels, qui sont des bacheliers comme les autres, vont être exclus de la réflexion. Des bacheliers, ça. Et qu'on renonce, en fait, à donner une forme de culture commune à tous nos jeunes, qu'ils soient bacheliers professionnels, technologiques ou généraux. Et nous, on est très attachés à cette idée de culture commune qui permet à chaque jeune, en fait, d'être, en quelque sorte, pris en charge par la nation et qui lui donne une culture, une base commune qui doit être partagée par tous. Pour revenir sur cette voie générale, il y aura donc un socle commun tout de même qui comprend par exemple le français, l'histoire-géographie, les langues vivantes, le sport. Et puis il y aura donc 10 options. Il faudra en choisir 3 en première, 2 en terminale. Parmi celles-ci, des noms qu'on n'a pas l'habitude d'entendre au lycée, numérique et sciences informatiques, art aussi, histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques. Ça, c'est une matière commune. Est-ce que ça va aussi, est-ce que vous craignez que ça change aussi votre métier à vous d'enseignant ? Est-ce que les profs s'interrogent sur leur avenir aussi ? Alors oui, bien sûr, les profs s'interrogent sur leur avenir. Alors en ce qui concerne ces enseignements nouveaux, on ne sait pas encore par qui ils vont être pris en charge. Qui va faire la géopolitique ? Vous ne savez pas On ne sait pas, on imagine probablement les professeurs d'histoire géo, mais il va peut-être falloir songer à les former. Après, on a vraiment aucune indication pour l'instant sur le contenu des programmes. Hein. Le ministère a passé commande au CSP, au Conseil supérieur de l'éducation, pour la rédaction des programmes. Donc on a relativement peu d'indications là-dessus. Ce qu'on peut dire aussi, c'est sur la partie commune de la voie générale, c'est qu'il y a un grand absent, ce sont les mathématiques. Est-ce que justement, j'allais vous poser encore une question, est-ce qu'il y a des professeurs de certaines matières qui s'inquiètent peut-être pas de disparaître, mais d'être moins importantes? On pense aux maths, aux sciences et vie de la Terre. Est-ce que vous avez ces remontées-là du terrain qui vous disent attention, nous, qu'est-ce qu'on va faire plus tard? Les élèves vont peut-être plus nous pratiquer. Oui, tout à fait. Alors, il y avait des fortes inquiétudes aussi de la part des professeurs de sciences de la vie et de la Terre, hein, qui étaient dans le cortège de la manifestation du 6 février, justement, autour de toutes ces questions-là. Plus de maths dans le tronc commun, plus de sciences expérimentales, qui pourtant devraient faire partie de la culture commune, hein, les sciences de la vie et de la Terre, les sciences physiques. Les élèves n'en ont plus dans leur tronc commun. Ils devront le choisir s'ils veulent le suivre. Donc, en effet, je pense que c'est assez inquiétant pour les profs qui enseignent ces disciplines. Delphine Romagny, restez en plateau, on va passer tout de suite à l'actualité de la semaine. Une semaine placée décidément sur le signe de l'éducation. Mercredi, la ville de Montigny-le-Bretonneux a organisé une nuit dédiée à l'orientation, l'occasion d'aider et de guider les étudiants qui s'interrogent à propos notamment de la nouvelle plateforme Parcoursup pour rentrer à l'université, sujet de Camille Lambert. On va essayer de faire le questionnaire numéro 2 si tu veux descendre. Test d'orientation, information sur les études et les métiers, échange avec des conseillers. Trouver un métier qui lui correspond ressemble parfois à un parcours du combattant. Et même quand on pense avoir découvert sa voie, certains s'aperçoivent que cela ne leur correspond pas. C'est le cas de Florent qui souhaite changer de filière. Il y a eu APB, j'ai atterri à l'université, j'ai fait ma première année, du coup j'ai redoublé. Et là, je décroche complètement et j'aimerais du coup me réorienter. C'est pour ça que j'ai fait le questionnaire. Un questionnaire qui le confirme dans ses choix, audiovisuels ou les sciences. Pour Eva, actuellement en première, c'est encore un peu flou, une période qu'elle juge stressante. Il y en a qui ne savent pas du tout quoi faire. Et puis, on nous met aussi des fois beaucoup trop la pression, peut-être pour savoir ce qu'on veut faire, alors que je pense qu'il n'y a pas besoin de nous mettre tant la pression que ça. Au bout d'un moment, on va bien trouver sa voie et on va bien savoir ce qu'on voudra faire plus tard. C'est justement pour apaiser les angoisses des collégiens, lycéens, mais aussi de leurs parents, que le pôle jeunesse a organisé cette nuit de l'orientation, un moment voulu convivial. Cette année, on a mis en place des choses un peu plus interactives et aussi une animation escape game qui est ludique et qui tourne aussi
autour du thème des métiers, de l'orientation pour aussi désamorcer le sujet. Vif, rapide et efficace, je dois gérer le stress lié à mon poste. Je porte généralement une tenue blanche de travail. D'autres rendez-vous de ce type sont organisés plusieurs fois par an. Pour venir se renseigner, le pôle jeunesse est ouvert tous les jours. Delphine Romagny, ces annonces autour de l'examen du baccalauréat suivent à quelques jours près celles autour de Parcoursup, cette nouvelle plateforme pour entrer à l'université. Est-ce qu'on peut au moins reconnaître au gouvernement une certaine logique, une certaine continuité dans les idées? Vous le disiez vous-même tout à l'heure, cette nouvelle réforme du bac suit finalement Parcoursup, va aider peut-être à mieux s'insérer à l'université. Est-ce que vous partagez ce point de vue ou alors pas du tout? Alors effectivement, il y a une grande cohérence dans les annonces de réformes qui ont été faites par le gouvernement. La réforme du lycée, elle est vraiment complètement pensée à la suite de ce qui a été prévu pour Parcoursup. Malheureusement, elle obéit, selon nous, à une logique de tri social qui, au contraire, au lieu de mieux permettre aux élèves de suivre des études universitaires, va les trier, les sélectionner et contraindre certains à renoncer à suivre des études supérieures. Merci Delphine Romagny d'être venue sur le plateau de TV78. Je rappelle que vous êtes la responsable du SNES FSU dans les Yvelines, syndicat d'enseignants. Merci à vous et bon week-end. Merci, bon week-end à vous. Une première depuis 2011. Jeudi, toutes les professions de la justice étaient mobilisées à l'appel de plusieurs syndicats. L'action se place en opposition au projet de réforme lancé par la ministre et garde des Sceaux Nicole Belloubet. Des rassemblements se tenaient partout en France, comme à Versailles. Reportage au tribunal de grande instance de Marilène Yapicino. Les 9 organisations syndicales des métiers de la justice ne s'étaient pas unies depuis 2011. Seulement face au projet gouvernemental de réforme, la mobilisation s'impose pour les syndicats. Mot d'ordre, une justice de qualité. La garde des Sceaux, Mme Belloubet, a décidé de mettre en place 5 chantiers pour rénover l'institution judiciaire. Et au vu des rapports qui ont été déposés, elle nous a demandé quelles étaient les lignes rouges à ne pas franchir. Et il se trouve que les professionnels de la justice, que sont les fonctionnaires, les magistrats, les avocats, ont décidé, ces 9 organisations ont décidé de se rassembler pour dire nous ne voulons pas, sur la base des propositions qui sont faites, la réforme que vous pensez nous proposer. Les syndicats parlent de déficit humain, matériel et immobilier. Selon eux, une centaine de magistrats manquent à la cour d'appel de Versailles. Les pannes informatiques font perdre un temps difficile à rattraper et les locaux sont vétustes. On des habilitants de service pour pouvoir faire fonctionner ces nouveaux services que l'on met en avant. Ici à Versailles, tout à chacun peut passer devant le palais de justice et voir qu'il y a un grand filet qui protège le bâtiment parce que nous n'avons même plus les moyens de maintenir nos murs en état. Nous attendons vraiment une réponse entre aujourd'hui et le début de la semaine prochaine, une vraie réponse. Pour informer les citoyens et parler de ces mouvements au sein de la justice, les syndicats ont prévu de mettre en place des réunions publiques dans les Yvelines dans les jours à venir. Le calendrier n'est pas encore fixé, mais le projet est quant à lui bien établi. La ligne 18 du Grand Paris Express permettra de relier à terme l'aéroport d'Orly à Versailles. 35 km de métro qui passeront notamment en aérien sur le plateau de Saclay. Un tronçon qui inquiète certains élus et associations. Impact environnemental, économique ou encore agricole. Les préoccupations sont nombreuses. Les détails avec ce reportage. C'est un peu le combat de David contre Goliath. 4 communes et 8 associations du plateau de Saclay opposées ensemble à un projet de plusieurs milliards d'euros porté par l'État et les principaux élus du territoire. Un combat qu'il mène principalement depuis la déclaration d'utilité publique de la ligne 18 il y a un an. Lorsque l'on regarde l'enquête publique qui a été menée dans le détail, on s'aperçoit très bien qu'il y a toute une partie de l'enquête publique qui a été, de l'avis des gens qui ont été auditionnés, qui a été écartée ou interprétée. C'est là où on s'aperçoit que la Société du Grand Paris a essayé de masquer l'avis des gens pour faire passer son projet. Trop chère, trop dangereuse pour l'environnement et inefficace pour répondre aux besoins du plateau de Saclay. Élus et associations locaux ont déposé en tout 2 recours devant le Conseil d'État. Leur espoir, se faire entendre sur leurs propositions. Toutes les alternatives qui auraient pu être notamment des transports innovants sous forme de petits véhicules ou des téléphériques, etc.,
Tous ces projets-là, ils ont été étouffés, ils ont été tués dans l'œuf. On a tout privilégié sur la ligne 18. Personne ne connaît véritablement le dossier technique. Or, nous, ce dossier technique, nous l'avons largement étudié et nous savons qu'il y a des possibilités autres qui coûteraient beaucoup moins cher et qui seraient beaucoup plus faciles à mettre en œuvre. Des idées et des projets que les élus du plateau de Saclay pourront présenter lors d'un rendez-vous à Matignon le 22 mars prochain. C'est en mars aussi que le gouvernement doit enfin annoncer le nouveau calendrier du Grand Paris Express. C'est une bonne nouvelle pour beaucoup. La communauté Emmaüs de Trappes va rouvrir ses portes début mars, 1 an et demi après avoir fermé. Un retour nécessaire, comme l'expliquait Franck Letton, le responsable local dans notre journal, mercredi soir. Les locaux n'étaient pas adaptés, donc il a fallu prendre le temps justement de toute cette interruption pour retravailler un projet en lien aussi avec Emmaüs France, qui est beaucoup intervenu dans la réflexion et aussi dans un soutien économique à remonter ce projet. Comment ça a été possible justement de la réouverture? Il y a eu un rachat des locaux notamment, je crois. Alors on a racheté des locaux, on a ensuite effectué les travaux nécessaires à l'amélioration de l'outil et puis voilà, les choses se sont faites tout simplement avec des bénévoles qui se sont mobilisés durant ces 2 ans autour d'une réflexion et puis des salariés dont je fais partie d'Emmaüs France qui ont apporté à la fois leur expérience et puis aussi leur expertise. Dans le reste de l'actualité, mardi, la Cité des métiers de Saint-Quentin en Yvelines organisait un forum d'information sur les métiers en uniforme, événement dédié au secteur de la défense et de la sécurité publique. Une trentaine de professionnels du secteur étaient présents sur place. Camille Lambert et Quentin Lefrère. On a toujours une espèce de rubalise pour délimiter, pour éviter que tout le monde se balade sur la scène. Analyser une scène de crime, relever des empreintes. Loin de l'image véhiculée par les séries télé, Emmanuel montre la réalité quotidienne de la police scientifique. Et de faire ce qu'on appelle des recherches de traces, donc en général de doigts ou d'ADN, au niveau des vols par effraction, des petits cambriolages. Souvent, les jeunes sont attirés parce qu'ils pensent qu'on peut faire du terrain, trouver tout de suite des scènes assez impressionnantes où ça va amener de la gloire et interroger les suspects, etc., ce qui n'est pas du tout le cas de notre métier. Nous, aujourd'hui, c'est vraiment segmenté. Il y a des personnes qui vont faire des prélèvements, des personnes qui vont faire les analyses et des personnes qui vont faire l'enquête. Un forum pour découvrir et comprendre les métiers liés à la sécurité. Lycéens et collégiens se sont rendus à la Cité des métiers de Saint-Quentin en Yvelines pour s'informer. Je suis au JSP depuis 2 ans déjà et je voulais m'orienter plus tard pour savoir comment faire pour être pompier professionnel dans l'armée. On a convié une trentaine de professionnels qu'on peut rencontrer aujourd'hui, issus de 10 corps de métier. Donc on est parti quand même du besoin de 2 de ces corps de métier, les services pénitentiaires et la police nationale, qui nous ont contactés pour nous faire part de leurs difficultés de recrutement. Cette année, la police nationale espère recruter 1000 jeunes sans condition de diplôme. En France, plus de 3000 gardiens de la paix et 2000 surveillants pénitentiaires sont recherchés. Pour terminer cette émission, une idée de sortie pour votre week-end avec la réouverture du parc de Thoiry. C'est samedi, l'occasion de rencontrer son nouveau pensionnaire, le jeune rhinocéros UNESCO, arrivé fin janvier, et de faire aussi le plein de nouveautés et de sensations. Reportage de Camille Lambert. À peine âgé de 3 ans, UNESCO pèse déjà près de 2 tonnes. Arrivé le 25 janvier, c'est l'une de ses premières sorties avec ses compagnons. Il découvre sa nouvelle maison et ses voisins. Son arrivée depuis le safari de Pau-Grand-Ardèche est un symbole fort pour le parc qui se remet doucement de la mort de Vince il y a 1 an. UNESCO est à Thoiry pour grandir. Dans quelques années, il pourrait aider à préserver son espèce. La mère de l'UNESCO est gestante et va mettre bas au mois de mars. Et donc il fallait que ce jeune mâle quitte son groupe d'origine. Donc il va rester là quelques années. Si le coordinateur du programme d'élevage des rhinocéros en Europe a besoin de lui en reproduction dans un autre parc, effectivement il pourrait repartir dans quelques années pour s'accoupler avec certaines femelles. Mais pas de naissance de rhino prévue à Thoiry. UNESCO partage son box avec Bruno, un mâle de 5 ans, et Gracie, la doyenne de 37 ans. Les visiteurs pourront le rencontrer dès le 17 février et découvrir les autres nouveautés du parc. L'offre d'activités aériennes, initiée avec la tyrolienne du côté des lions, a été complétée par un parcours dans les arbres. On va évoluer dans des filets jusqu'à 9 mètres de hauteur avec une vue sur les animaux de la plaine africaine
Il y a eu 10 semaines de montage dans les arbres pour pouvoir accrocher ces filets. Donc c'est vraiment une aventure bondissante. On peut y aller à partir de 3 ans, accompagné d'un adulte bien sûr. Le parc de Thoiry fête cette année ses 50 ans. Pour l'occasion, une nouvelle zone d'immersion est en création. Un trek australien avec une volière d'oiseaux exotiques et un parcours au milieu des wallabies sera prêt pour le printemps. C'est la fin de ce 7-8 l'hebdo. Retour de l'actualité en direct lundi à 18h sur l'antenne de TV 78. D'ici là, restez connectés et informés grâce à notre site internet, nos réseaux sociaux et l'application TV 78 aussi. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.